Chunk One. Lorsque j'ai partagé mon histoire, la réponse a été bouleversante, humiliante et profondément inspirante. Michael J. Fox a caché quelque chose au monde pendant 7 ans. Alors qu'il remportait des prix et faisait rire les gens, son corps menait une guerre que personne ne pouvait voir. En 2025, les caméras l'ont surpris à l'US Open en fauteuil roulant. Puis, il s'est levé. Ce qui s'est passé ensuite a fait pleurer des millions de personnes. Sa femme Tracy a récemment révélé ce que les mois d'hiver lui font maintenant. Et la vérité sur la raison pour laquelle il a adopté sa plus jeune fille en secret a finalement été révélée. Il ne s'agit pas seulement de la maladie de Parkinson. Il s'agit de ce qu'il a caché depuis la nuit de la naissance de son fils. Michael Andrew Fox est né le 9 juin à Edmonton, en Alberta. Il était le 4e de 5 enfants dans une maison où les matins commençaient à 5h30 et où les lits devaient être faits avec des coins au carré. Son père, William, travaillait comme sergent dans les Forces armées canadiennes et gagnait seulement 12 000 $ par an. Sa mère, Phyllis, gagnait 180 $ par semaine en tant qu'employée de la paix et jouait parfois dans des pièces de théâtre locales, juste pour rester proche de son côté créatif. William n'aimait pas ça. Il disait que le théâtre était une perte de temps. Mais Phyllis aidait discrètement Michael à mémoriser des sketchs comiques qu'il voyait à la télévision. Alors que d'autres familles mangeaient des repas chauds, elle mangeait souvent des haricots en conserve 3 fois par semaine. Cette lutte a donné à Michael l'envie de quelque chose de plus grand. Il ne voulait pas d'une vie de règles et de coins. Il voulait s'en sortir. Avant qu'il n'ait 12 ans, la famille Fox avait déménagé 14 fois. Le plus longtemps qu'il soit resté au même endroit, c'est seulement 22 mois à Chilliwack. Tous les quelques mois, nouvelle école, nouveaux amis, nouveaux accents. Michael avait une astuce pour ça. Pendant exactement 48 heures après chaque déménagement, il étudiait la façon dont les gens parlaient, puis il l'imitait parfaitement pour ne pas se faire remarquer. Lorsqu'ils ont été envoyés à Terre-Neuve en 1971, il a été fortement harcelé pour son accent albertain, alors il l'a changé en un temps record. Sa sœur Kelly a dit un jour « Michael avait un journal avec plus de 200 entrées, juste des notes sur les personnes qu'il devait quitter. Chaque déménagement coûtait environ 3 000 $, ce qui ajoutait une pression supplémentaire sur la famille. Chunk 2. Mais ce changement constant a appris à Michael quelque chose de rare. Il pouvait devenir n'importe qui, n'importe quand. Cela l'a préparé à des rôles avant même qu'il ne sache qu'il serait acteur. À 10 ans, il ne mesurait que 1,27 m. À Burnaby, c'était un problème. Il a été exclu des équipes de hockey junior parce qu'il disait qu'il était trop petit pour les mises en échec. Il était anéanti. Mais il a ensuite trouvé le club de théâtre de l'école. Son professeur, M. McCray, lui a fait passer une audition étrange. Il devait faire semblant de faire une publicité pour de la nourriture pour chiens avec des voix inventées. Ce que personne ne savait, c'est que Michael s'entraînait seul devant un miroir fêlé depuis des mois. Il a fait 3 voix et a réussi. Il a été payé 25 $ pour une pièce de théâtre scolaire et a caché l'argent dans une boîte de café sous son lit. Il n'a manqué aucune répétition pendant 2 années consécutives, peu importe la fréquence à laquelle sa famille déménageait. Le théâtre était le seul endroit où la taille n'avait pas d'importance. Alors, il s'y est investi à fond. À 15 ans, quelque chose d'énorme s'est produit. Il a obtenu un rôle dans une émission de CBC appelée Leo and Me. Le processus d'audition a duré 6 mois et il y avait 847 autres enfants. Michael a fait un monologue sur un chien perdu, mais ce n'était pas seulement du théâtre, c'était réel. Il avait perdu un chien lors d'un des déménagements militaires et il a transformé cette douleur en scénario. Il a reçu 1 500 $ par épisode, ce qui a fait de lui le 2e plus gros salaire de la famille. Il a dépensé 400 $ pour une guitare Gibson, même s'il ne savait pas en jouer. Alors, il s'est enfermé dans sa chambre et s'est entraîné 4 heures par jour pendant des mois. L'émission a duré 26 épisodes et lui a rapporté environ 39 000 $.
Son père pensait toujours que le théâtre n'était que du jeu jusqu'à ce que Michael paie 800 $ pour les appareils tisses dentaires de sa sœur. Cela a tout changé. En 1978, lorsqu'il avait 17 ans, il a abandonné ses études à la Burnaby Central High School et a acheté un billet de bus aller simple pour Los Angeles. Cela lui a coûté 87 $. Chunk, 3. Il lui restait 13 $ pour la nourriture. Quelque part dans l'Oregon, il a manqué d'argent et a fait de l'autostop pour le reste du trajet. Cela a pris 72 heures. Et une nuit, il a dormi dans les toilettes dans le sonnette d'un relais routier. À Los Angeles, il a obtenu un emploi de plongeur pour 2,65 $ de l'heure, travaillait 50 heures par semaine et dormait sur les canapés d'amis. Son père était tellement en colère qu'il ne lui a pas parlé pendant 8 mois. Michael mangeait du beurre de cacahuète et des petits pains du restaurant juste pour s'en sortir. Il a passé 47 auditions avant d'obtenir ne serait-ce qu'un petit rôle. Mais chaque rejet ne faisait qu'attiser sa faim. Lorsqu'il a essayé de s'inscrire à la Screen Actors Guild en 1969, il a découvert que Michael Fox était déjà pris. Son deuxième prénom était Andrew, mais Michael A. Fox sonnait trop forcé. Il détestait la façon dont le A sonnait comme un A, surtout avec son accent canadien. Il s'est souvenu d'un acteur qu'il aimait, Michael J. Pard, et a pris le jet même s'il ne voulait rien dire. Ce petit changement a façonné toute son identité hollywoodienne. En 1980, il a eu une véritable chance. Norman Lear et Alex Haley l'ont choisi pour une émission appelée Palmerstown, USA, dans le rôle de Willie Joe Hall, le frère aîné d'une famille blanche pendant la Grande Dépression. L'émission abordait des sujets sérieux sur la race et la classe sociale. Elle n'a été diffusée que pendant 17 épisodes, mais elle a donné à Fox son premier aperçu du fonctionnement d'Hollywood. Il a été plongé dans des scènes sur l'amitié interraciale et a dû jouer avec un poids qui soit moral. Même si cela s'est terminé rapidement, l'expérience lui a appris à quel point la télévision pouvait être imprévisible. Après cela, entre 1980 et 1981, il a décroché des rôles d'invités qui ont construit son image de début de carrière. Dans Trapper John, MD, il a joué un adolescent atteint d'épilepsie. Dans Family, il a joué un garçon amoureux d'une femme plus âgée. Ses rôles étaient puissants, mais ont créé une étiquette qu'il ne voulait pas. Les directeurs de casting ont commencé à l'appeler « le petit gars sensible ». Cette étiquette allait lui coller à la peau pendant un certain temps, mais l'un de ses rôles dans Family a mené à une surprise. Il a improvisé une scène et a époustouflé les producteurs. Ce simple moment a contribué à ouvrir la porte à quelque chose de beaucoup plus grand. Son premier film a été en 1951, une comédie Disney appelée Midnight Madness. Chunk 4. Ce fut un désastre. Le film a fait un flop. Les critiques l'ont détesté. Il s'est retrouvé avec 5 000 $ de dette. Il a dû vendre sa voiture et emménager dans un petit appartement qui ne coûtait que 200 $ par mois et qui était à peine habitable. Il mangeait du McDonald's presque tous les jours. Le soir, il écrivait des lettres à sa famille, mais ne les envoyait jamais. Il était sur le point d'abandonner, prêt à retourner au Canada. Il ne l'a pas fait parce qu'à ce moment-là, l'opportunité a frappé à nouveau. En 1982, NBC faisait le casting d'une nouvelle émission appelée Family Ties. Au début, il voulait Matthew Broderick, mais il a refusé. Lorsque Michael a auditionné, le créateur Gary David Goldberg n'a pas aimé. Il a dit qu'il ne correspondait pas, mais le directeur de casting a insisté et lui a donné une autre chance. Cette fois, il a réussi. Même alors, Brandon Tardikov de NBC voulait qu'il parte. Il a dit à Goldberg « Débarrassez-vous du gamin, je ne vous revois pas ce visage sur une boîte à lunch ». Goldberg a riposté et a dit « Donnez-lui 3 blagues, il vous donne 5 rires, Fox est resté ». Des années plus tard, il a envoyé à Tardikov une boîte à lunch personnalisée avec le message « C'est pour que vous y mettiez votre orgueil ». En coulisses, les choses n'étaient pas parfaites.
En 1943, pendant la première saison, Fox buvait beaucoup. Il n'avait que 21 ans, mais il arrivait déjà en retard et n'était pas préparé. Meredith Baxter, qui jouait sa mère dans l'émission, a discrètement organisé une intervention. NBC ne l'a jamais découvert. Fox a déclaré plus tard qu'il n'avait cessé de boire qu'en 1939, la même année où l'émission s'est terminée. C'est l'année où sa vraie vie a commencé à s'améliorer à nouveau. En 1986, il a remporté son premier Emmy pour l'épisode The Real Thing. Mais le prix a failli coûter son emploi au réalisateur. Pendant une grande scène, Fox a ignoré le scénario et s'est lancé dans une tirade politique qui a duré 3 minutes entières. Cela a perturbé le timing et a nécessité un montage de dernière minute. Le studio était furieux, mais le public a adoré. Chunk 5. Cette improvisation l'a aidé à gagner l'Emmy et le réalisateur a conservé son emploi. Pendant la grève de la Writers Guild en 1944, Fox a fait quelque chose que peu de gens attendaient. Il a franchi le piquet de grève pour tourner un épisode en solo. Il a été payé 25 000 $ de plus. Les scénaristes étaient furieux. Certains ont refusé d'assister à la fête de fin de saison. D'autres ont cessé d'écrire des dialogues pour son personnage. Mais Fox a dit qu'il devait travailler. À ce moment-là, l'émission était passée du 56e au 5e rang des audiences nationales. Il n'était pas sur le point d'arrêter. En janvier 1944, dans l'épisode Birthday Boy, quelque chose a très mal tourné. Pendant une scène où Alex fume un cigare, Fox a accidentellement inhalé de vraies cendres au lieu des fausses. Il a vomi hors caméra et le tournage s'est arrêté pendant 2 heures, mais il a insisté pour terminer l'épisode. Le public lui a fait une ovation debout lorsque le tournage s'est terminé à 1h30 du matin. En 1987, l'émission était à son apogée, atteignant plus de 32,7 millions de téléspectateurs chaque semaine. Mais Fox s'affrontait avec Justine Bateman en coulisses. Elle estimait qu'il volait des scènes en allongeant ses monologues. Des rumeurs ont circulé selon lesquelles elle pourrait démissionner, mais elles étaient fausses. Il s'agissait en réalité de contrats. Pourtant, la tension était réelle. La carrière cinématographique de Fox était en plein essor et l'équilibre de l'émission avait changé lorsqu'ils ont commencé à tourner. Retour vers le futur, le 26 novembre 1984. Eric Stoltz était déjà plongé dans le rôle de Marty McFly. Michael J. Fox avait été leur premier choix, mais il était bloqué par son emploi du temps dans Family Ties. Le studio a donc continué avec Stoltz. 5 semaines se sont écoulées. Environ 70% des scènes avaient été filmées, mais quelque chose ne se sentait pas bien. Les blagues ne faisaient pas mouche. Le réalisateur Robert Zemeckis estimait que le ton n'était pas bon. Le style intense de Stoltz ne se mariait pas avec l'esprit léger qu'il voulait. Tout s'est arrêté le 10 janvier 1945. Stoltz était sorti. Chunk 6. Fox est arrivé sans même lire le scénario. Cela signifiait qu'il fallait retourner la plupart du film, ce qui représentait un gaspillage d'environ 4 millions de $. Mais il n'y avait pas le choix. La sortie n'était que dans quelques mois. Faire venir Fox n'a pas facilité les choses. Son emploi du temps pour Family Ties n'a pas bougé. Ainsi, pendant 3 mois et demi, il a à peine dormi. De 10 heures à 18 heures, il tournait la sitcom. Puis, de 18h30 à environ 2h30 du matin, il était sur le plateau de Retour vers le futur. Le vendredi, c'était encore pire. Il répétait Family Ties à midi, enregistrait 2 émissions en direct, puis travaillait toute la nuit jusqu'à l'aube sur le film. Il vivait de café, dormant à peine dans la camionnette entre les plateaux. Il était tellement fatigué qu'il oubliait parfois quel personnage il jouait. Des années plus tard, lors du tournage de la scène du gibet pour Retour vers le futur 3, Fox a fait un choix audacieux. Il voulait que le plan rapproché de lui pendu paraisse plus réel. Il a donc suggéré de le faire sans la boîte de support. Il a mis sa main entre son cou et la corde pour plus de sécurité. Mais à la 3e prise, il a raté.
La corde a coupé la circulation sanguine vers son cerveau. Il a perdu connaissance et est resté pendu. L'équipe a pensé qu'il jouait la comédie jusqu'à ce que le réalisateur Zemeckis remarque que Fox ne bougeait plus du tout. Se sont-ils précipités? Ils ont arrêté la production ce jour-là. Au moment où ils ont filmé Retour vers le futur 2 en 1988 et 1989, quelque chose d'autre avait commencé. Fox a remarqué qu'il ne pouvait plus faire de skateboard comme avant. Ses mains tremblaient. Il a d'abord minimisé la chose. Tout comme l'équipe, il pensait que cela faisait partie de son jeu d'acteur. Après tout, il jouait des versions plus âgées de Marty. Chunk, 7. Mais ces petits changements étaient les premiers signes de la maladie de Parkinson. Fox ne serait diagnostiqué qu'en 1991 lors du tournage de Doc Hollywood. Il a admis plus tard qu'il portait des gants sur le plateau pour cacher ses mains tremblantes. Même en faisant semblant de vieillir dans le futur, son corps racontait discrètement une histoire différente. Il y avait d'autres détails étranges qui n'ont pris tout leur sens que plus tard. Christopher Lloyd, qui jouait Doc Brown, avait près de 61 ans. Fox mesurait un peu moins d'1,65 m. Pour qu'ils aient l'air plus naturels ensemble, les cinéastes ont demandé à Lloyd de se courber en permanence. Cette petite astuce est devenue une partie du look célèbre de Doc. Sur le plateau, Lloyd faisait souvent des farces à Fox, allant même jusqu'à cacher les clés de la DeLorean une fois. Cette farce a retardé le tournage de plus de 2 heures et leur a coûté près de 50 000 $ d'heure supplémentaires. L'année 1985 n'a pas été seulement consacrée à Retour vers le futur. Fox tournait également Teen Wolf. Le film a été tourné en seulement 21 jours. Chaque journée commençait à 3 heures du matin car le maquillage de loup-garou prenait plus de 4 heures. Lentilles jaunes, prothèses épaisses, costumes qui grattent. Il criait en plein tournage, refusant de remettre le costume. Pourtant, il continuait à se présenter jour après jour. Une scène dangereuse le montrait en train de surfer sur le toit d'une camionnette. Ils ont fait appel à une doublure car ils avaient peur que Milne Fox, privé de sommeil, ne tombe. Dans The Secret of My Success, 1917, les baskets de Fox avaient de vraies marques de brûlure. Il y éteignait des cigarettes entre les prises pour gagner du temps. Il tournait toujours Family Ties et il devait commencer un autre film, Light of Day, juste après. Pendant ce tournage, Fox a appris à jouer de la guitare à partir de zéro, se coupant les doigts, car il insistait pour faire tous les solos lui-même. Il a même écrit et chanté sa propre chanson pour le film, bien qu'il s'attendait à ce qu'il remplace sa voix par celle de quelqu'un comme James Taylor. Ils ne l'ont pas fait. La même année, Fox a pris un virage plus sombre avec Bright Lights, Big City. Il buvait beaucoup dans la vraie vie. Et cela a commencé à transparaître dans sa performance. Pendant un tournage, il n'arrivait pas à bien réciter ses lignes, même après 20 prises. La fausse cocaïne sur le plateau n'était que du sucre de lait. Chunk, 8. Mais Fox a dit que les scènes étaient trop proches de la réalité. Il l'a plus tard appelé « l'art imitant ma vie imprudente ». Le scénario avait été réécrit en 7 jours en raison d'une grève, et le calendrier précipité n'a pas aidé. Plus tard, en 1988, Fox a eu un petit rôle vocal dans The Vanishing, un thriller néerlandais, mais il a insisté pour avoir plus de scènes. Les producteurs ont cédé, mais ils n'étaient pas contents. Lorsque le remake américain a eu lieu en 1993, il a été exclu. Le message était clair, ils ne voulaient pas d'acteurs exigeants. Cette décision a fait mal. Il aurait pu faire partie d'une franchise majeure. Puis vint Casualties of War en 1989. Fox a ajouté 4,5 kg de muscles pour jouer un soldat américain. Ces scènes avec Sean Penn étaient intenses. Penn est resté dans son personnage de sergent violent, même hors caméra. Il refusait de parler à Fox et a dit aux autres de ne pas le faire non plus. À un moment donné, les tensions ont explosé en une bagarre si grave qu'elle a interrompu le tournage. Le réalisateur a dû intervenir et les séparer pour le reste du tournage.
Pendant le tournage de Doc Hollywood en 1991, Fox s'est réveillé un matin et a constaté que son auriculaire tremblait. Au début, il a pensé que c'était juste à cause des fêtes avec Woody Harrelson, mais le tremblement s'est propagé. Sa main gauche n'arrêtait pas de trembler. Il n'avait que 29 ans lorsqu'il a reçu le diagnostic. Pourtant, il a gardé le secret. Il gardait sa main dans sa poche pendant les scènes et attribuait les tremblements à la fatigue de son personnage à cause d'un accident. Ce n'était pas du théâtre, c'était réel, mais personne ne le savait. Dans The Hard Way, toujours en 1991, il a fait équipe avec James Woods. Woods n'arrêtait pas de s'écarter du scénario, surprenant souvent Fox. Un jour, il a baissé le pantalon de Fox pendant une prise. Ils l'ont laissé dans le bêtisier. Les critiques ont qualifié leur association de Dirty Harry coincé avec Bugs Bunny. Chunk 9, puis vint Greedy en 1995. Fox a admis que l'égoïsme de son personnage était basé sur des événements réels. Lorsque Family Ties est devenu un succès, il s'est battu bec et ongles pour obtenir un salaire plus élevé. Kirk Douglas, qui était sa co-star, a estimé que le jeu d'acteur de Fox était trop réel, voire inconfortable. Pourtant, le film a bien marché, se classant deuxième derrière Ace Ventura. Sa transition de la comédie au drame n'a pas été facile. Casualties of War a coûté 22 millions de dollars, mais n'en a rapporté que 18 millions. Le public n'était pas prêt à le voir dans des rôles plus sombres, mais les critiques ont vu son registre. Il n'était plus seulement le gamin de retour vers le futur. Il a continué à choisir des rôles plus difficiles, même si la maladie commençait à façonner sa vie. En 1999, Stuart Little est devenu un nouveau défi. Il a prêté sa voix à la souris, mais ses tremblements rendaient difficile le contrôle de sa voix. Il a enregistré plus de 200 prises par rapport aux 20 ou 30 habituelles. Il planifiait chaque session en fonction de ses médicaments, en programmant le moment de leur effet maximal. Certains jours, sa voix tremblait vers la fin. L'équipe pensait que c'était juste du perfectionnisme. Quelques années plus tôt, en mai 1956, The Frighteners est devenu un cas étrange où la réalité a aidé l'art. Les tremblements de Fox ont donné au plan de caméra une tension étrange. Le réalisateur Peter Jackson s'en est inspiré. Une scène où Fox tient un appareil de détection de fantômes montre sa main trembler. Ce n'était pas dans le scénario, mais ça a fonctionné. La même année, Mars Attacks le fait mourir tôt. Ce n'était pas seulement pour le drame. Fox et Tim Burton ont convenu que cela aiderait à cacher ses symptômes. Dans une scène, les tremblements de Fox ont ajouté à la panique, alors que son personnage fondait en une bouillie verte. Ils l'ont tourné en seulement 2 prises. Fox a ensuite demandé une scène de résurrection de fantômes, mais le public l'a trouvée déroutante. Elle n'a donc jamais été conservée dans le montage final. En 2001, Atlantis, l'Empire perdu, a connu plus de complications. Ces médicaments provoquaient des troubles de l'élocution, et les ingénieurs du son de Disney pensaient que c'était juste l'accent de son personnage. Ils ont interrompu la production pendant 3 semaines. Chunk 10. Fox a même pris moins de médicaments pendant l'enregistrement pour éviter de bafouiller, puis en a pris plus après pour contrôler les tremblements. Disney n'en a jamais parlé, mais le film a quand même été présenté en avant-première à temps et a permis de récolter un demi-million de dollars pour la recherche sur la maladie de Parkinson. Puis, dans Interstate 60 en 2002, Fox a donné l'une de ses performances les plus brutes. Il a joué un homme d'affaires furieux, hurlant dans un téléphone. Mais au milieu de la scène, il a commencé à parler du sens de la vie. Ce n'était pas dans le scénario, le réalisateur a réalisé que Fox puisait dans ses propres journaux, parlant du vide de la célébrité et de la façon dont le monde avait changé depuis son diagnostic. Cette scène, d'à peine 4 minutes, est devenue le cœur émotionnel du film. Personne parmi les spectateurs ne savait que ces mots étaient réels. Lorsque Michael J. Fox a décroché son rôle dans Spin City en 1996, il avait l'air d'un homme au sommet de son art. Mais, en silence, il vivait déjà avec la maladie de Parkinson depuis 5 ans. Il n'avait que 29 ans lorsqu'il a reçu le diagnostic en 1991.
Personne sur le plateau ne le savait. Il ne voulait pas qu'il le sache. Au lieu de cela, il chronométrait parfaitement ses médicaments pour garder les symptômes cachés, devenant ce qu'il appelait autrefois un maître dans la manipulation de la prise de médicaments. Chaque tournage exigeait de l'énergie, du contrôle et un timing parfait. Ce que le public n'a jamais vu, c'est à quel point il a travaillé dur juste pour paraître stable. Les tremblements étaient gérés par l'endroit où il se tenait, quand il marchait et comment il bougeait. À l'écran, il était vif et drôle. Hors écran, il était épuisé. Pourtant, entre 1996 et 2000, il a remporté 3 Golden Globes pour cette performance. Alors même qu'il menait une guerre invisible contre son propre corps, pendant que tout cela se passait, quelque chose de bien plus sombre s'est déroulé en coulisses. Une femme du nom de Tina Marie Leadbetter de Camaro, en Californie, est devenue obsédée par lui. Elle n'avait que 26 ans, travaillait comme commis à l'expédition, mais elle lui a envoyé près de 6000 lettres en une seule année. Cela représente 15 lettres par jour. La plupart étaient remplies de colère et de menaces, tapées en majuscules avec des chapelets de points d'exclamation. Elle lui a même envoyé par la poste des boîtes remplies d'excréments de lapin. Son obsession est devenue dangereuse après que Fox ait épousé Tracy Pollan. Elle y était furieuse qu'il ait choisi Tracy plutôt que Nancy McCone, avec qui il avait déjà eu une liaison. Le FBI s'est impliqué. Ils ont suivi les boîtes et l'ont arrêté. Chunk 11. Fox a dû engager des gardes du corps et renforcer la sécurité sur le plateau. Sa femme ne pouvait pas voyager sous son vrai nom. Il a dit plus tard que cela avait changé toute sa vie. Puis, en 1998, 7 ans après le diagnostic, Fox a finalement décidé de le dire au monde entier. À ce moment-là, Spin City était entré dans sa 4e saison. L'histoire de son personnage a commencé à refléter son propre parcours. Certains épisodes laissaient même entendre des batailles plus profondes, comme lorsque Mike Fleety a envisagé de se présenter à la mairie. Mais derrière ces scènes, les choses devenaient plus difficiles. Il a commencé à ressentir des dyskinésies, des mouvements soudains et incontrôlables. Il se balançait, tremblait et se sentait vidé. Pourtant, il a continué à jouer. Charlie Sheen a été engagé pour se préparer au départ de Fox et la production a déménagé de New York à Los Angeles. Fox a admis plus tard qu'il avait l'impression que son visage se durcissait, ce qui rendait difficile l'expression naturelle des émotions, ce qui est essentiel pour tout acteur. C'est à ce moment-là qu'il a su qu'il devait se retirer. Son dernier épisode a été diffusé en mai 2000. Il s'intitulait Goodbye Part 2 et c'était le 100e épisode de la série. Le personnage de Fox a endossé la responsabilité d'un scandale politique et a été renvoyé. Ce qui l'a rendu plus puissant, c'est que Fox a lui-même écrit la majeure partie du discours d'adieu. Il n'a jamais prononcé le mot Parkinson, mais il était là entre les lignes. Le public présent a pleuré. Les acteurs ont pleuré. Les téléspectateurs à la maison ont pleuré. Cet épisode a frappé comme aucun autre. Il a donné une conclusion sans donner l'impression d'une fin. Sa dernière scène de bar avec les acteurs est devenue l'un des moments les plus émouvants jamais filmés pour la télévision. Après son départ, Fox n'a pas disparu. En 2009, il est apparu dans Rescue Me de FX dans le rôle d'un toxicomane nommé Dwight. C'était brut et réel, et les critiques ont adoré. Il a même été nominé pour un Emmy. Ce que les gens ne savaient pas, c'est que Fox avait mené sa propre bataille contre la dépendance des années plus tôt. Chunk 12. Après son diagnostic en 1991, il a beaucoup bu. Il a dit un jour qu'il descendait 4 verres de vin et peut-être un shot. Tout s'est effondré en 1949. La nuit de la naissance de son fils Sam, Fox a perdu connaissance dans la salle d'attente de l'hôpital. Tracy a accouché seule. Il s'est réveillé horrifié, réalisant ce qui s'était passé. Le jour même, il s'est rendu à sa première réunion des AA. Il est sobre depuis 1992. Il a dit que son tournant a été de voir le visage de Tracy et de l'entendre demander « Est-ce que tu veux ?» Ce moment l'a sauvé.
Son histoire d'amour avec Tracy avait commencé en 1985 sur le plateau de Family Ties, mais ils ne se sont mis ensemble qu'en 1987 lors du tournage de Bright Lights Big City. Il l'a demandé en mariage le 26 décembre 1987. Ils se sont mariés dans le Vermont le 16 juillet 1988. C'était censé être une cérémonie privée, mais des hélicoptères de paparazzi ont survolé les lieux, ruinant le paisible mariage en plein air. Il a appelé cela un cirque de sécurité. Et la même année, la harceleuse Ledbetter envoyait toujours ses lettres terrifiantes. Tracy devait utiliser de faux noms juste pour se déplacer en toute sécurité. Leur famille s'est agrandie rapidement. Après Sam, né le 31 mai 1949, Tracy a subi des fausses couches avant de se tourner vers la FIV. Le 15 février 1995, leurs filles jumelles, Aquina et Skyler, sont nées. Mais au même moment, Fox tournait The American President avec Michael Douglas. Il travaillait 18 heures par jour, cachant la maladie de Parkinson, s'inquiétant pour Tracy et s'effondrant sur le plateau. Les médecins l'ont averti, mais il a continué, désespéré de ne laisser personne le savoir. Finalement, son corps l'a forcé à s'arrêter. Puis, en 2001, une petite fille nommée Esme a rejoint la famille. Elle a été adoptée dans un orphelinat de New York dans le plus grand secret. Les médias n'en savaient rien. Fox se déguisait en livreur juste pour lui rendre visite sans être vu. Ils utilisaient des pseudonymes et des portes dérobées. C'est resté privé pendant plus de 20 ans. En 2023, Fox a finalement partagé que l'arrivée d'Esme lui avait donné de la force lorsque son déni de la maladie de Parkinson s'effondrait. Chunk 13. Elle lui a donné une raison de continuer. Mais la maladie ne s'est pas arrêtée à Parkinson. En 1981, la même année que son diagnostic, Fox a également développé une tumeur à la colonne vertébrale. Ce n'était pas lié à la maladie de Parkinson, mais cela l'a presque paralysé. Un jour, Tracy l'a retrouvé inconscient sur le sol de la cuisine. Son côté gauche était figé. L'opération était risquée, mais il l'a subie. Ensuite, il a dû réapprendre à marcher en utilisant une canne, et il l'a toujours caché au monde. Il ne voulait pas que Hollywood voie sa faiblesse, alors il a souri, joué et persévéré. La vérité sur son état n'a été révélée qu'en 1998. À ce moment-là, le fait de le cacher l'avait épuisé. Il avait passé des années à utiliser des ustensiles lestés au dîner, à compter sur l'alcool, à planifier chaque mouvement sur le plateau. Au moment où il s'est ouvert, tout a changé. Sa fondation, créée en 2000, a permis de récolter plus de 2 milliards de dollars pour la recherche. C'est plus que toute autre source non gouvernementale. En 2023, la plus grande avancée de l'histoire de la maladie de Parkinson a eu lieu. Un biomarqueur qui permet de détecter la maladie 20 ans avant l'apparition des symptômes. Il est précis à 90%. Les essais ont commencé en 2024. Le monde scientifique a qualifié cette découverte de révolutionnaire. Sa fondation a financé plus de 3000 projets dans 35 pays. Il a personnellement donné 50 millions de dollars de son propre argent pour que cela se réalise. En 2025, il a été honoré de la médaille présidentielle de la liberté, et c'est la plus haute distinction civile aux États-Unis. Au cours de son discours, il a plaisanté. « Je n'ai pas peur de mourir. Je m'entraîne avec de mauvaises critiques depuis 1976. » Mais derrière l'humour, il a admis sa peur. Il craignait de ne pas vivre jusqu'à 80 ans. Les mois d'hiver l'affectaient le plus. Sa femme, Tracy, a dit que c'était les jours où son silence parlait plus fort que ses mots. Mais chaque fois qu'il se relevait, le monde le regardait. 114. À l'US Open de 2025, il est apparu en fauteuil roulant, puis s'est levé avec l'aide de sa famille. Ce moment a été visionné plus d'1 million de fois en quelques heures. Au BAFTA la même année, il s'est relevé en tremblant, lentement, mais avec détermination. La foule lui a fait une ovation debout de 3 minutes avant même qu'il ne prenne la parole. Son 92e discours a fait pleurer des millions de personnes.
En une semaine, 3 pays ont augmenté de 40% le financement de la lutte contre la maladie de Parkinson. Le hashtag #AsMJFFoxStrong a explosé.